Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Filière Sport, votre émission Sport Éco, à vivre chaque mois sur Sport en France. Et au sommaire de cette émission aujourd'hui, en première partie, nous reviendrons sur l'intérêt grandissant des fonds d'investissement pour le sport professionnel et en particulier le football français avec mes invités. Et ensuite, vous en avez l'habitude, dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons vélo et plus particulièrement de la première édition du Tour de France Femmes avec François Werner, le vice-président de la région Grand Est, une région qui accueillera 6 des 8 étapes de la grande boucle féminine. Mais tout de suite, dans la rubrique bilan, nous allons décrypter un phénomène très impressionnant des fonds d'investissement étrangers qui se ruent sur nos clubs professionnels français, en particulier les clubs de football. Alors, 777 Partners, Silver Lake, CVC, Redbirds Capital Partners, ce sont des sociétés financières qui sont totalement inconnues du grand public et pourtant elles sont implantées désormais sur nos clubs de football professionnels. Elles rêvent de posséder, même pour certaines d'entre elles, plusieurs clubs dans différents championnats européens. Pourquoi ces fonds d'investissement se ruent sur les clubs français? Pourquoi s'intéressent-ils de près au sport professionnel? Quels sont leurs modèles économiques? Et puis quels sont les risques également, puisque vous avez suivi l'actualité avec les Girondins de Bordeaux, une actualité récente, délicate pour certains clubs. Nous allons décrypter tout cela avec nos invités, nos deux invités sur le plateau. Je suis ravi d'accueillir Hubert Tuillier, qui est Senior Manager Sport Advisory chez KPMG. Bonjour Hubert. Bonjour Virginie. Et puis Vincent Chaudel, que l'on connaît bien, cofondateur de In&Sport et j'ajouterai fondateur également de l'Observatoire du Sport Business. Nous y reviendrons. Bonjour à tous. Alors, messieurs, avant de rentrer concrètement dans le sujet, c'est vrai que c'est un sujet qui fait assez fantasmer, on en parle beaucoup en ce moment. Hubert, une question pour bien comprendre. Quand on parle d'un fonds d'investissement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots en quoi ça consiste, quel type de société on retrouve derrière ce terme générique de fonds d'investissement? Ouais. Un fonds d'investissement, on peut le définir de la façon suivante. C'est un véhicule financier qui peut être détenu par un acteur public ou privé, dont l'objectif est d'investir en capital ou en dette d'ailleurs, dans les entreprises afin de financer leur croissance. Alors, les fonds d'investissement américains sont connus sur les franchises sportives, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a un profil type quand même de fonds d'investissement, sans être trop technique, hein, je ne sais pas si on reviendra sur la dette, sur les actifs, Ouais, etc. Mais en gros, est-ce qu'il y a un profil type ? Alors déjà, je pense qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas que les fonds d'investissement qui investissent dans le sport. Il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui dans le sport. Oui, il y a des États aussi. Alors, il peut y avoir des États à travers leurs fonds souverains qui sont des fonds d'investissement, mais il peut y avoir des entreprises, des groupes de médias, il peut y avoir des entreprises du Web 3.0, il peut y avoir des personnes individuelles qui investissent dans le sport également. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de fonds qui se spécialisent dans le sport pour une raison très simple, c'est que les fonds d'investissement ont tendance à investir dans les secteurs où il y a une croissance potentielle extrêmement importante. Et parce qu'il y a une croissance potentielle extrêmement forte, ces fonds se spécialisent, développent des expertises qui leur permettent d'analyser les dossiers avec le plus de technicité. Et comment ? En mettant en place des équipes d'analystes, mais également des équipes, vous parlez de typologie, qu'est-ce qu'un fonds d'investissement ? Mais ils ont des équipes RH, ils ont des équipes financières, ils ont des équipes marketing, comme une entreprise, et ils étudient les dossiers pour y placer l'argent de leurs contributeurs. D'accord, donc on s'éloigne un peu de la beauté du sport, mais on est vraiment dans la notion de sport et éco. Oui. C'est l'objectif de Filière Sport. Vincent, c'est un sujet que vous suivez depuis très longtemps, hein, au travers de vos différentes activités, notamment l'Observatoire du Sport Business. Alors, on a l'impression que la France, déjà depuis quelques années, c'est un peu l'Eldorado des fonds d'investissement. Ils étaient deux dans les années 2010, on va dire, avec le Qatar et puis Monaco. Là, aujourd'hui, on en a partout. C'est quoi la raison qui pousse ces fonds d'investissement à acheter français? On dirait que c'est pas mal en ce moment, hein. C'est à la mode. Longtemps, la France a été un repoussoir, ne serait-ce que par sa fiscalité. Mais en fait, le regard des investisseurs étrangers, qu'ils soient fonds d'investissement ou fonds souverains, a changé dans les années 2010. Pour deux raisons. La première raison, avec l'Euro 2016, on a renouvelé notre parc de stades et donc on a rattrapé notre retard et donc on avait un outil de production qui était de meilleure qualité pour les clubs. Et l'autre raison, il y a eu l'appel d'air lié à Mediapro où beaucoup d'investisseurs se sont dit il y a l'occasion d'acheter quelque chose qui va prendre de la valeur assez rapidement demain. Malheureusement, on connaît la suite de Mediapro, mais en même temps, ça a permis à certains investisseurs de se dire
comme le football français est en difficulté, on doit pouvoir l'acheter à un prix relativement accessible, ce qui n'est pas vraiment le cas chez nos voisins, par exemple anglais, où le ticket d'entrée est très élevé. Chez les Allemands, le ticket d'entrée est très compliqué puisqu'on ne peut pas réellement être majoritaire de clubs. En Espagne, les clubs les plus intéressants sont aux mains des socios. Et donc, il reste la France ou l'Italie. Et là-dessus, il y avait donc des opportunités. Ce que disait Hubert est tout à fait juste. Les fonds aiment bien acheter bas avec une espérance de revente assez haut. Alors, il n'y a pas que le foot, il y a aussi d'autres sports qui intéressent les fonds d'investissement, mais restons dans le foot. Pourquoi le sport est un asset aussi important dans leur stratégie ? Pourquoi ça diffère d'autres actifs ? C'est une mode, le sport, où on sait qu'il y a une rentabilité rapide. Quelles sont les raisons, en fait ? Alors déjà, dans le sport, il y a plusieurs types d'investissements. Il y a l'investissement dans un club, dans une ligue ou dans une compétition, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on voit beaucoup de fonds aujourd'hui investir, notamment dans les sociétés commerciales pour la Ligue 1, la Serie A ou le tournoi destination, par exemple. Et là, ce sont des risques qui sont mesuré, puisque tous les ans, il y aura un champion de France, tous les ans, il y aura un champion d'Italie, tous les ans, il y aura un vainqueur du tournoi de destination, alors que miser sur un club, le risque est plus important, parce que le club peut très bien avoir une mauvaise période. Ouais, on reviendra justement sur les risques, sur ce sujet-là. Oui, Hubert ? Oui, effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit et je rajouterais qu'il y a une étude qui a été faite en 2002, PitchBook, qui rappelait que la performance des franchises américaines était supérieure à la performance finalement des sociétés cotées au SP500. On parle de performance, de rentabilité économique. La valorisation des franchises américaines était supérieure, le taux de croissance de valorisation des franchises américaines est supérieur au taux de croissance de la valorisation des sociétés cotées américaines. Ce qui montre bien que le secteur du sport, mais c'est un peu votre sujet Virgile, le secteur du sport a une croissance extrêmement élevée de par le développement du loisir, de par le développement dans les pays émergents, et tout ça traduit... Alors on va regarder tout ça en chiffres immédiatement, Hubert, parce que vous savez que j'adore les chiffres, et là on parle croissance, etc. Et on va retrouver un certain nombre de data sur lesquelles je vais vous demander de réagir. C'est notre séquence Data Room. Alors justement, dans cette séquence Data Room, nous allons analyser un certain nombre de données économiques que vous allez pouvoir décrypter. Mais avant toute chose, Hubert, je sais que c'est un terme que vous utilisez régulièrement. C'est quoi en vrai dans une Data Room quand on rachète un club pour un fonds d'investissement ? Une Data Room, donc une chambre électronique, c'est là où on retrouve l'ensemble des données économiques, financières, sportives liées à un club professionnel si on parle d'une transaction d'un club professionnel. Donc c'est clé pour le fonds d'investissement, la Data Room, c'est clé. Quand on y a accès, on commence à mieux comprendre les mécanismes et le modèle économique du club. On a accès à l'ensemble des informations qui permettent justement de conforter l'offre qu'on a faite précédemment à un club. Alors, on va regarder sur notre Data Room quelques éléments assez intéressants. Je trouve l'évolution des indemnités de transfert engagées par les clubs du Big Five, les 5 plus grands clubs européens. Et on voit qu'effectivement, ça a explosé sur ces 10 dernières années. Donc, il y a beaucoup d'achats. En quoi ces fonds d'investissement peuvent considérer ça comme une aubaine? Est-ce que ce n'est pas plutôt un risque? Pourquoi toujours cette recherche perpétuelle d'aller chercher les meilleurs joueurs de la planète? Alors on s'en doute, c'est sportif, mais pas que. Hubert, quelle est votre lecture? Et puis après, j'aimerais avoir l'œil de Vincent là-dessus. Oui, ça fait écho à ce qui était dit précédemment. Dans quel secteur d'activité on peut avoir un produit qui vaut 5 millions d'euros une année et qui vaut 40 millions d'euros l'année d'après? Il n'y en a pas beaucoup. C'est le cas du football. Je pense qu'effectivement, la France a une expertise incroyable dans le milieu du football qui attire les fonds d'investissement. On voit le même phénomène d'ailleurs au Brésil. John Textor est au Brésil et aussi à Lyon. Ce n'est pas un hasard aujourd'hui. Et c'est un phénomène qui est amené. John Textor, c'est le patron du fonds d'investissement qui vient de prendre la majorité de l'OM. Exactement. Et on le voit à l'image d'ailleurs, justement, derrière nous. Vincent, ce sujet justement du trading de joueurs, on voit bien que c'est un des nouveaux piliers du modèle économique des clubs de foot, pas que français, mais particulièrement français. On va voir à l'écran justement un bilan net des transferts par club. Bilan net, c'est-à-dire qu'il y a des ventes et des achats. Pour certains clubs, ils dépensent beaucoup plus qu'ils ne vendent, et pour d'autres,
eh bien, ils vendent beaucoup plus qu'ils n'achètent et c'est là où ils trouvent leur équilibre. Est-ce que vous pouvez nous traduire tout ça? On le voit à l'écran. Hein. Oui, alors c'est-à-dire que normalement, dans le modèle économique d'un club, c'est ce qu'on appelle le match day, c'est-à-dire les revenus du jour de match, notamment la billetterie, le commercial et les droits télé. Et nous, en France, on a depuis très longtemps, on peut se rappeler finalement du Auxerre de Giroud, un autre pilier qui est les mercatos, le trading de joueurs, où on était peut-être moins performant sur les 3 autres piliers, mais on a toujours été très performant sur celui-là, parce qu'il y a un vrai savoir-faire de formation. D'ailleurs, on le voit, pardon Vincent, on le voit à l'écran, c'est souvent des clubs, j'allais dire moyens. En tout cas, ce n'est pas les top clubs européens, ce sont des clubs de seconde zone qui justement s'appuient sur ce trading de joueurs, formation, trading. Virgile, vous parliez juste avant des Girondins de Bordeaux et des tracas qui leur arrivent. Le modèle de Gérard Lopez était basé là-dessus. C'est-à-dire que si on prend le cas du LOSC de Gérard Lopez, c'était un club qui était structurellement en déficit, c'est-à-dire qu'il dépensait plus que ses 3 piliers pouvaient lui générer et il allait chercher l'équilibre sur le mercato, c'est-à-dire en vendant des joueurs. Sauf que c'est une activité qui est par essence non prévisible, ouais. Et qui dépend du marché. Et donc, il y a un aléa. Pour réduire cet aléa, il fallait absolument être en Coupe d'Europe. C'est ce qui n'est pas le cas de Bordeaux. Non, et malheureusement, donc c'est le gros problème. Ça va être compliqué. Ouais. Oui, juste pour revenir sur ce sujet-là, on a une explosion de la valeur de certains joueurs qui est liée aussi à leur valeur marketing. Il y a des joueurs... Oui, il y a une corrélation entre le sportif, le marketing et leur valeur intrinsèque dans le trading, dans la revente. La valeur sportive de certains joueurs et leur valeur marketing, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, on peut avoir sur certains joueurs une capacité d'amortissement ou de remboursement en allant vendre notamment des maillots, mais pas que, dans le monde entier. Merci à vous deux pour cette analyse sur la data room. Je voudrais maintenant qu'on passe à une rubrique Focus où on va décrypter un petit peu ensemble la stratégie des fonds d'investissement pour aller acquérir des clubs. Rubrique Focus, c'est maintenant. Alors, vous l'avez dit, les clubs de sport et les clubs de foot en particulier ne sont pas des entreprises comme les autres. C'est un modèle complexe, hein, vous l'avez décrypté un petit peu tout à l'heure. Comment les fonds d'investissement Hubert calculent-ils la valeur d'un club et son potentiel de rentabilité? Quels sont les KPIs, les indicateurs clés? C'est votre métier Hubert justement. Alors je ne vais pas vous poser des questions sur les clubs sur lesquels vous travaillez aujourd'hui, mais c'est quoi la méthodologie? Comment vous les accompagnez là-dessus? Aujourd'hui, nous, quand on travaille avec des fonds d'investissement, on travaille avec des clubs, il y a une méthodologie qui est quand même acceptée de tous, c'est les multiples par rapport au chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est ce qui fait aujourd'hui foi dans le secteur. Après, la question, et c'est ce qui a été soulevé tout à l'heure par Vincent, c'est est-ce qu'on intègre ou pas les revenus issus du trading? Bon, normalement, on ne les intègre pas dans les revenus issus du trading. Mais on pourrait le considérer, notamment en France, et je prends pour certains clubs français qui ont des revenus réguliers liés au marché du trading, qu'on pourrait les intégrer. J'ai tendance, moi, à considérer qu'aujourd'hui, un club français, les revenus trading font partie intégrante de ses revenus traditionnel, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on valoriserait l'être humain, il y a un petit côté quand même un peu malsain ou indélicat. Non, il n'y a rien de malsain, c'est juste qu'en fait, on applique des multiples en fait, à un niveau de chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires n'intègre pas normalement les revenus trading. Est-ce qu'on devrait l'intégrer et modifier justement les multiples? C'est une question qu'on peut poser aujourd'hui. C'est ce que disait Vincent tout à l'heure à propos des Girondins de Bordeaux. Donc c'est le pari fait par Gérard Lopez. Pari perdu pour le moment. Il a été gagné à Lille, mais on voit bien qu'il y a quand même encore quelques petits dossiers en suspens à Lille. C'est pas si simple que ça quand même, parce que sinon tout le monde viendrait acheter des clubs de football. C'est clair. Exactement. C'est-à-dire que si c'était si simple, chacun essaierait de reproduire la martingale. Donc c'est bien plus compliqué que ça. Mais sur l'approche d'évaluation, il y a en général 3 types d'évaluation. Il y a effectivement celle des multiples qui est, je dirais, la plus pratiquée. Il y a l'équivalent boursier, mais on est dans un secteur où il n'y a pas tant de clubs que ça cotés en bourse, donc trouver un équivalent boursier est plus compliqué. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'actif net réévalué, et c'est là où on peut rentrer sur la valeur d'un club, et notamment ses réseaux sociaux. Je reviens sur ce point-là, mais quand le Qatar achète le PSG, il y a à peu près 3 millions de fans sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on dépasse la barre des 150. Évidemment que pour un annonceur, la valeur de marque n'est plus la même, et donc,
la création et de la valeur du club n'est plus la même non plus. Alors, ça me permet de faire une transition vers Hubert, puisque là, réseaux sociaux, on parle de communication. Les fonds d'investissement, notamment américains, arrivent avec des méthodes de travail. Parfois, ils sont même surpris de ne pas être propriétaires des stades dans lesquels ils évoluent. Ce sujet-là aussi, vous en parlez avec les investisseurs quand vous discutez avec eux, la modernisation, les blasons, le storytelling autour du club, comment ça se passe dans leur approche des clubs français? Je pense que l'exemple est très bon. Effectivement, les clubs professionnels ont des bases d'abonnés qui sont extrêmement élevées, certaines fois plus importantes que certains groupes qui sont cotés au CAC 40, même si les niveaux de revenus sont complètement différents. Donc c'est ça en fait qui est assez intéressant en fait dans le milieu du sport. Donc ces fonds d'investissement en ont bien conscience et ce qu'ils apportent aujourd'hui dans le secteur, c'est cette volonté de monétiser justement de ces fans, de leur donner de la valeur. Donc c'est en intégrant des nouvelles technologies de data, des sujets effectivement qui sont liés à la fan expérience, etc., etc. Donc ce qui fait que aujourd'hui, ces fonds d'investissement apportent des compétences qui ne sont pas maîtrisées par les clubs et participent de la professionnalisation du secteur. Alors, est-ce que les clubs sont prêts à l'entendre? Parce que je me souviens, avec l'arrivée de McCourt à Marseille, il y a eu un petit choc des cultures à un moment donné. Comment les clubs, est-ce que vous les accompagnez justement dans leur approche, plutôt les fonds d'investissement, est-ce que vous les accompagnez dans leur approche des clubs justement pour bien leur comprendre la culture française? Les fonds d'investissement, il y en a beaucoup qui sont spécialisés aujourd'hui dans le sport et qui ont déjà des méthodes qui sont relativement éprouvées. Je pense que le principal sujet des fonds d'investissement, notamment qui sont étrangers, c'est plutôt de leur apprendre les spécificités françaises, notamment liées aux relations avec les fans, aux relations avec les collectivités territoriales. Sur les sujets plutôt digitaux, je pense que c'est plutôt à eux c'est plutôt à nous de les écouter. Oui, alors justement, il y a une expérience récente là avec le Red Star où il y a eu un petit clash quand même entre le fonds d'investissement qui lui arrivait avec des accords assez favorables, le vendeur, le président, mais ça collait pas trop ni avec les collectivités ni avec les supporters. Bon, on a un vrai sujet en France dans notre relation à l'argent en général et dans la relation de l'argent dans le sport en particulier. Le vrai sujet, on peut le voir aussi sur la nationalité des joueurs. C'est un fait aujourd'hui. On peut gagner avec des joueurs qui n'ont aucun lien de nationalité avec la ville ou le pays où on joue, que ce soit vrai en France ou ailleurs, comme à Londres par exemple. Le vrai sujet pour les fans, c'est que leur équipe gagne. Donc, si un investisseur, qu'il soit fonds d'investissement, fonds souverain ou individu, permet au club de bien jouer et de bien gagner, en général, il a tendance à se mettre les fans dans la poche. Deux dernières petites questions avant de conclure sur cette belle rubrique. La première, quand on voit comme Citigroup, ce fonds d'investissement qui commence à avoir des clubs un petit peu dans tous les championnats, le danger un peu que ça peut représenter, cette rupture d'équité, ces conflits d'intérêts, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, on est sur un sujet majeur. Les fonds d'investissement... Très court, hein. Pour faire très court, cherchent à limiter le risque. Donc, pour limiter le risque, ils vont essayer d'avoir des clubs dans différents marchés. Ça, c'est une chose, mais c'est un contournement du règle de la multipropriété. La vraie question, elle va se traiter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est est-ce que l'UEFA ou la FIFA vont être en capacité de lutter contre ? Notamment, est-ce que la Commission européenne va leur reconnaître la capacité d'avoir ce monopole d'organisation par rapport à la Super League, par exemple. La Super League, les ligues fermées, etc. C'est un sujet qui est en cours de traitement et qui va nous occuper prochainement, je pense. Hubert, pour conclure, une dernière question, parce que le foot, c'est un peu l'illustration de la glorieuse incertitude du sport. Les fonds d'investissement, ils n'aiment pas trop le risque industriel. Donc, comment on fait pour minimiser ça ? Je pense que ce qui a été dit, c'est très juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un fonds d'investissement, et notamment une stratégie multi-club, vise à diversifier le risque. Et il vise aussi justement à mutualiser certaines dépenses. Des dépenses de scouting, quand on sait qu'aujourd'hui, le training fait partie du business model de nombreux clubs, d'avoir des scouts qui soient partagés avec une efficacité renforcée, ça permet de renforcer le modèle économique de ces fonds d'investissement. Hubert, Vincent, merci beaucoup à vous. J'espère qu'on aura pu décrypter un petit peu la stratégie des fonds d'investissement et cette arrivée massive de fonds d'investissement anglo-saxons dans notre championnat. Merci à vous deux donc pour ce décryptage, ces explications. Et puis on rentre dans la dernière partie de notre émission déjà, une deuxième partie consacrée traditionnellement au vélo. Et nous allons tout de suite retrouver la séquence filière vélo.
Alors que le Tour de France arrive bientôt à son terme, nous allons parler aujourd'hui du Tour de France Femmes. C'est un événement historique pour le sport féminin et nous allons en parler avec François Werner, le vice-président de la région Grand Est, qui est la région qui va accueillir en grande partie cet événement. 6 étapes sur les 8 étapes de ce Tour de France Femmes, qui est encore une fois un événement historique, un événement inédit. Bonjour François. Bonjour. Alors, votre région, donc, comme je le disais, va accueillir 6 des 8 étapes de ce Tour de France Femmes. C'est le premier Tour de France de l'histoire. Il y a un côté évidemment assez symbolique. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être finalement la première région à accueillir cet événement organisé par ASO, Amaury Sport Organisation, l'organisateur du Tour de France? Alors, avant tout, c'est un défi ce que ça représente. C'est-à-dire que nous sommes depuis longtemps proches et amateurs et amoureux du Tour de France. Et donc, pour nous, il faut qu'on aide cette belle organisation à bâtir cette nouvelle épreuve, une vraie épreuve d'équité entre les femmes et les hommes. Et donc, il ne faut pas qu'on se rate pour cette raison-là. Et puis, bien sûr, pour nous, il y a 2 autres enjeux. Le Grand Est, et effectivement, vous l'avez dit, il y a 6 étapes qui comporteront un tracé dans le Grand Est. Donc, bien sûr, c'est une vitrine absolument formidable. Et puis, enfin, le dernier enjeu, c'est un enjeu de cycle. C'est un enjeu d'une part industriel. On veut mettre en avant nos industriels du cycle en général. Et puis, un enjeu de transformation des habitudes et des transports. Le cycle, c'est un loisir, c'est un transport aussi pour aller au travail, pour aller étudier. Et ça, c'est une de nos grands enjeux aussi. Alors, cette première édition, elle propose un format inédit, beaucoup plus court, plus ramassé, moins d'étapes, 2 étapes en Île-de-France, puis 6 étapes donc dans la région Grand Est. Comment vous comptez mettre en valeur, mettre en lumière cette région, qui est une très grande région avec beaucoup de variétés? Il y a de la ruralité et puis il y a aussi des zones très urbaines. Comment vous comptez mettre en scène cette région Grand Est durant les 6 étapes qui vont se dérouler chez vous? Alors d'abord, on n'est peut-être pas modeste, mais nous pensons que la région se met en valeur d'elle-même, c'est-à-dire que les images qui vont apparaître, qui sont quelquefois un peu différentes de celles du Tour de France masculin, parce qu'on ne passe pas tout à fait aux mêmes endroits, en particulier on arrive et on ne part pas des mêmes endroits, vont elles-mêmes être relativement fortes. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'on a tenu à avoir le maillot de la combativité. Ce n'est pas tout à fait un hasard, même pas du tout un hasard. C'est qu'on pense qu'une des valeurs les plus fondamentales du Grand Est, les plus partagées dans cette grande région, c'est le sens du travail, le sens de l'effort. Et chaque jour, la région Grand Est poussera et valorisera la plus combative d'entre elles. Alors, François, vous le savez, dans Filière Sport, c'est une émission éco, y compris d'ailleurs dans sa rubrique vélo. Quand on parle du Tour de France, on parle aussi du coût que cela représente pour les collectivités territoriales qui accueillent des étapes, en l'occurrence ce Tour de France Femmes. Alors, est-ce que c'est un coût? Est-ce que c'est un investissement? Comment la région a géré cet aspect-là? J'imagine qu'il y a aussi une notion d'acceptabilité vis-à-vis des populations. Et au-delà d'investissement, quelle retombée en attendez-vous? C'est un élément qui est très important quand on accueille des étapes du Tour de France ou le Tour de France Femmes, j'imagine. Alors aujourd'hui, le prix du Tour de France, pour un partenaire comme nous, il est déjà remboursé par les retombées économiques directes de l'événement. Ce sont les nuitées d'hôtel qui, même dans le cas du Tour de France Femmes, qui est un petit peu moins attractif, avec un peu moins de suiveurs et d'accompagnateurs, les hôtels sont pleins. Et donc, rien que cet argument-là, il serait en lui-même valable. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup plus que tout ça. Il y a bien sûr la présentation, les images que vous voyez là mettent en valeur tous les territoires qui sont traversés. Et puis je crois qu'il y a aussi un effet de mobilisation, un effet de fierté sur nos territoires. C'est pas spontané, hein. Les gens du Grand Est, ils ont du mal à se dire qu'ils sont les meilleurs. Et bien là, je pense qu'ils en auront une petite part dans la dernière semaine du mois de juillet.
Et puis un tout petit mot très court, François, pour conclure cette rubrique filière vélo. Vous l'avez évoqué très brièvement. Ce Tour de France Femmes, c'est aussi une façon de mettre en lumière la place de l'industrie du cycle sur votre territoire. Là aussi, vous pouvez nous en dire un tout petit mot sur des aspects aussi économiques. Parlons-en. Ah, parfaitement. Pour nous, cette dimension-là est très présente. C'est une volonté vraiment en plus personnelle de Jean Rottner qui apparaît à l'écran, le président de la région, de faire monter en puissance l'ensemble d'une filière économique. On a un très, très beau vaisseau amiral qui est la marque Moustache, qui n'est pas à présenter aux industriels, bien sûr, qui est une très belle marque, mais sur laquelle on voudrait qu'il y ait une chaîne de valeur encore plus importante qui se situe dans le Grand Est. Ça, c'est tout un enjeu industriel. Et puis, autour de ça, il y a plein de choses, plein d'initiatives qui peuvent être dans l'économie sociale et solidaire ou dans l'économie classique. Et on a pu s'apercevoir qu'on était une région qui avait un vrai potentiel. Merci beaucoup François, nous arrivons déjà au terme de cette émission et on a hâte de découvrir donc ce Tour de France Femmes qui va circuler sur les routes du Grand Est. Filière Sport revient le mois prochain, en attendant évidemment vous restez avec nous sur Sport en France et puis passez un très bel été, un été actif et sportif. Merci à tous donc et puis merci à l'équipe en régie, Lucien Jahan à l'édition, François Caudal à la réalisation, Louis Coussier à la vision, Alain Alban de Berg au son et sans oublier Elisa Provin au maquillage. Très bonne journée à toutes et à tous, très bel été et à bientôt sur Sport en France.